So by the end of the day or by tomorrow, I think most of the treatment... La plupart des options thérapeutiques disponibles pour ces tumeurs auront été discutées de façon détaillée. La question est de savoir quand utiliser quoi et quelle est la séquence des événements, quelle est la place de la chirurgie par rapport à la chimiothérapie ou l'utilisation de radioisotopes. Et je dois vous dire que je ne suis pas sûr qu'on ait des réponses claires à toutes ces questions. On utilise plusieurs de ces thérapies depuis un bon moment déjà, mais je ne pense pas que nous ayons étudié avant. Il faut avoir une vision prospective désormais. Il faut recueillir des données sur tout ce que nous faisons en temps réel au lieu de regarder en arrière parce que des fois un biais entre dans votre perception. Et dans la mesure du possible, si on peut faire des essais randomisés, des traitements randomisés sur ces différentes options, je pense que ça va nous donner les meilleures réponses. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter quelques diapos sur les options thérapeutiques disponibles, les traitements destructeurs, chirurgicaux et les embolisations d'artères hépatiques et les ablations par rapport aux thérapies systémiques qui sont la chimiothérapie et les autres thérapies de niveau systémique. Et puis je vais essayer de faire une synthèse. Et quand on cette synthèse n'est pas coulée dans le béton, pour ainsi dire. C'est l'état de ma réflexion sur ces différentes thérapies. Et il est possible, je le signale, de faire ça de façon randomisée avec des groupes témoins. Et il y a 2 essais qui ont été réalisés. Dans un cas, les données sont sorties, dans l'autre, les données s'en viennent. Et je peux faire ça très rapidement, 5 minutes, pour qu'on rattrape notre temps. Alors, si on regarde les thérapies de type destructeur, la résection de la tumeur primaire, c'est ce qu'on propose dans la mesure du possible. On essaie d'enlever la tumeur primaire, même s'il y a des métastases chez le patient. Et dans la mesure du possible, on va faire la résection des métastases elles-mêmes. Et dans la prochaine séance, on va voir quelle est l'ampleur des résections qu'on peut faire. Bon, les techniques d'ablation locale, radiofréquence, évidemment, et de plus en plus, on utilise les micro-ondes. Certaines des techniques à micro-ondes comblent des lacunes des radiofréquences. Mais un des problèmes avec les radiofréquences, c'est que s'il y a de grands vaisseaux à côté de la tumeur, la tumeur n'est pas assez bien cuite ou détruite. Les micro-ondes règlent ce genre de problème. Bon, les interventions au niveau de l'artère hépatique, essentiellement, c'est une intervention radiologique. On va dans la salle d'angio et on traite les tumeurs ou bien on introduit des particules pour couper le flux sanguin aux tumeurs ou on introduit des agents chimiothérapeutiques. Et on peut faire en même temps des thérapies systémiques. Et le docteur Hassana va parler de quelque chose que nous faisons à McGill, la radioembolisation, dans laquelle les particules que nous introduisons contiennent de l'yttrium, qui est un radioisotope. L'autre chose qui s'en vient maintenant, nous utilisons également beaucoup plus, spécifiquement dans notre groupe à l'université McGill et à l'hôpital Princess Margaret, on a certains essais qui ont lieu dans nos centres et c'est la bioradie externe. Et en général, c'est quelque chose qu'on utilise dans le foie et qu'on n'a pas pu utiliser avant. Je dirais avant les 5 à 10 dernières années, parce que la radiothérapie était très diffuse et ça donnait, donc on inflammait en fait le foie au complet, donc on avait des hépatites. Maintenant, on peut le cibler de manière beaucoup plus efficace pour frapper la tumeur et on a vu réellement des résultats extraordinaires avec ce genre d'approche. Et la dernière option
et je l'ai mis ici par rapport aux des thérapies destructrices en entier, où on peut faire un transplant du foie. Et en fait, c'est ce que je fais de manière... c'est ma formation. Et la première fois que j'ai vu des tumeurs endocrines, c'est quand j'ai fait un transplant à quelqu'un. Mais bien sûr, c'est des sections. C'est très rare que l'on offre ce genre de choses. En termes de thérapie systémique, nous avons ce qu'on pourrait appeler les biothérapies, la partie de la biothérapie, et c'est en fait des analogues de métastase, et ça fait très longtemps que ça existe, majoritairement utilisé pour le contrôle des symptômes carcinoïdes, mais comme vous le savez, avec les données préliminaires, je crois qu'on a réussi à traverser cette étape et beaucoup d'entre nous vont utiliser cette thérapie en tant que thérapie d'antiprolifération également. Alors la chimiothérapie cytotoxique, bon, la seule fois c'est pour les tumeurs mal différenciées, et ensuite on a des thérapies radiopeptides où on a un aperçu un très bon aperçu de ce qui se passe, et ensuite quelque chose qui est quand même assez nouveau, auquel je me suis référée avant. Et il y a 2 essais qui ont été faits déjà. Alors les inhibiteurs kinase-tyrosine et l'autre l'inhibiteur mTOR. Et comme je l'ai dit, les données sont arrivées, ça a été complété, les essais ont été complétés et nous sommes en train d'attendre les données qui sont en train d'être colligées. Maintenant, si l'on suit ces lignes ici, oups, j'adore les cartes géographiques. Alors, si vous suivez ces lignes, premièrement, de ma droite à ma gauche, ou votre gauche à ma droite, en fait, si on suit cette ligne-là, voici le temps qui passe après le diagnostic et la progression de la tumeur. Alors, j'ai essayé de mettre tous les traitements possibles, et encore une fois, vous allez avoir des explications plus détaillées par rapport à ces traitements à mesure que la journée avance. Ce n'est pas une mauvaise chose de garder ça en tête, parce que toutes les personnes parlent de thérapie spécifique. Alors, la biothérapie peut être donnée en tant que traitement général si on a une maladie, spécialement maintenant qu'on a une preuve que ça a un effet. Et ensuite, au début, je crois que toutes les thérapies destructrices sont en fait très très importantes. Je crois qu'on doit frapper la tumeur en autant que possible, si c'est approprié, utilisant la chirurgie, l'ablation locale, l'embolisation, et ensuite on a bien sûr une radiation externe, et j'espère qu'elle deviendra de plus en plus commune, cette manière de traiter. Et la dernière option, c'est cette approche. Et ensuite, la chimiothérapie peut être donnée n'importe quand on a une tumeur de niveau élevé. Et occasionnellement, alors que l'on progresse, certaines tumeurs vont changer de niveau bas à niveau élevé. Alors il faut en être conscient et faire des biopsies peut-être plus fréquentes que l'on le fait par le passé pour pouvoir déterminer si quelque chose change ou non. Et ensuite, la thérapie radiopeptide, de manière générale au Canada, on laisse cela presque comme un essai de la dernière... de la fin. Et pourquoi? C'est parce que ce n'est pas très disponible pour nous. Alors, je crois que, je vais me référer aux gens qui ont beaucoup d'expérience avec la chose, je crois que peut-être une approche est d'utiliser ces thérapies ou ce genre de thérapie un peu plus tôt qu'on les a utilisées au Canada. Et ensuite, on va voir ce qui se placera donc à mesure que passe le temps. Comme je l'ai dit, le test de la tyrosine kinase qu'on a commencé, alors en fait, c'est un essai randomisé de phase 3. Et beaucoup de ces cellules, de ces acétates préliminaires, je vais en parler très rapidement parce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà parlé de la chose, alors j'en parlerai pas, ça aussi. Bon, je suis allée trop loin maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais aller au début, en fait. Encore une? OK. Alors,
lorsque l'on prend une approche systématique aux substances que l'on veut utiliser en tant qu'option de traitement, on fait du travail préclinique utilisant un genre de modèle animal ou de culture cellulaire. Alors, c'est ce qui a été fait pour la première fois. Et on a découvert, en fait, on trouve que c'est très prometteur. Et en fait, on fait un essai de phase 1 et de phase 2 pour voir s'il y a un potentiel d'efficacité quelconque. Et ensuite, que l'effet secondaire soit, en fait, quelque chose avec lequel le patient puisse vivre, si on veut. Alors, en fait, ce qui a été fait ici, c'est que les patients ont été sélectionnés, ils étaient bien différenciés, mais démontraient des signes de progression de la maladie depuis 12 mois qui n'étaient pas, en fait, ne pouvaient pas être guéris par un traitement. On a été randomisés sur un ratio de 1 à 1, une partie avec le traitement et une partie avec le placebo. Et la survie sans progression était bien sûr le résultat ciblé. En février 2009, le DMC, c'est-à-dire le comité d'évaluation des données, s'est assis et a revu les résultats, a démontré que la toxicité était acceptable et que l'étude était arrivée à son objectif principal. Donc, il y a eu une recommandation d'arrêter l'essai. Et il y a une démographie. Je vais démontrer désolée, je ne trouve pas la page. Est-ce qu'on pourrait passer à l'avant? Il y a un graphique. Ah, voilà. Alors, voici un graphique où vous pouvez voir les deux parties de l'étude. Alors, vous avez 1,1 mois de survie sans progression dans la partie qui a été traitée et plus bas pour les autres. Alors, c'est quelque chose de très significatif. Alors, c'est-il qu'on l'a arrêté? Alors, comment est-ce que ça va aller et comment est-ce que certaines des autres thérapies qui sont en train de ressortir vont être placées dans ce contexte? Et bien, on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail devant nous, mais nous savons que ces substances vont être efficaces. Alors, il faut les mettre dans nos plans de traitement d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais laisser ça comme ça et nous pouvons tous maintenant venir ici à l'avant et s'il y a des questions pour nous trois, eh bien, nous serons très heureux de pouvoir y répondre.